comment est-ce que le numérique travaille la géodata, comment est-ce qu'elle se transforme. Est-ce que les géodatas, elles ont été jusqu'à aujourd'hui à la hauteur de ce qu'on leur a demandé? Et je peux vous dire que quand on est quelque part un rural et qu'on aime semer, quand je vois ce qu'il y a la fiche géo d'aujourd'hui, je suis très content de la récolte. On s'est toujours battu, je me suis toujours battu même au niveau national sur les référentiels. Les référentiels, c'est le seul levier possible pour que chaque métier explose dans ses propres richesses et initiatives. Et l'aventure de l'information géographique sera souvent été l'histoire des référentiels. On est parti du cadastre géolocalisé, qui était une donnée vraiment figée et statique, pour arriver aujourd'hui au jumeau numérique, dont je suis fier de dire que la Vendée l'a déjà mis en route avec justement tout ce qui vous en concerne aujourd'hui, intelligence artificielle, traitement automatisé d'une masse de données. Et il faut toujours avoir en tête cette espèce de volonté initiale de faire des référentiels utiles qui font des effets de levier pour tous les métiers derrière. Les difficultés sur la longue période que j'ai pu vivre, elles sont les mêmes. Elles étaient les mêmes en 84 qu'elles le sont aujourd'hui. Les difficultés, elles sont à la fois franco-françaises. On adore les silos. Chacun veut avoir sa propre image dans son propre silo. Tu crois vraiment que c'est différent dans les autres pays? Mais il y a des pays qui ont l'habitude d'une culture plus transversale initialement. Nous, c'est un peu compliqué. Et on est heureusement quelques élus à avoir piloté, essayé de comprendre à quoi servaient nos référentiels. Je partage cet enthousiasme sur la capacité des données en général et des géodonnées en particulier à être un moteur de transparence et d'efficacité pour les politiques publiques. Donc oui, les données géographiques, on le voit, ça permet de suivre l'état des forêts, de suivre l'évolution de l'artificialisation des sols, le recul du trait de côte, l'élévation du niveau de la mer, etc. Donc c'est évidemment essentiel parce que ça accélère notre capacité à comprendre les phénomènes qui se jouent sur le territoire. Donc je suis très enthousiaste sur leur utilité et sur le fait qu'elles sont indispensables pour conduire la transition écologique ou les transitions écologiques et énergétiques dans la bonne direction. Maintenant, tu posais la question comment elles se sont transformées ou comment elles ont transformé notre façon d'appréhender le monde qui nous entoure. Avant, pour un nouveau trajet, on comparait la carte et le territoire et petit à petit, on s'en imprégnait, on s'en saisissait, on apprenait à le comprendre, à le connaître. Aujourd'hui, on est un peu en mode pilote automatique sur une trajectoire qui est monodimensionnelle, sans justement vraiment en saisir toutes les subtilités. Et je le dis à un moment où, d'un autre côté, dans les écoles d'ingénieurs, on nous enjoint de rajouter dans les programmes d'enseignement des modules pour reconnecter les étudiants à la nature, au vivant, pour que justement ils sachent prendre les bonnes décisions dans leur poste futur, dans leur périmètre d'action, des décisions qui ne nuiront pas au vivant et à l'environnement. Et je trouve ça intéressant de voir justement comment des services qui nous facilitent largement la vie aujourd'hui ont aussi finalement des petits effets peut-être un petit peu inquiétants d'assèchement du réel. Enedis ne vit pas sans géodata, mais il y a énormément d'autres éléments de production de data et d'utilisation des données en interne et à l'externe. Ce qu'on peut dire, moi j'aime beaucoup l'idée, c'est que c'est pas tout neuf. Moi aussi, j'ai passé une thèse dans le siècle dernier sur l'IA. Donc, c'est pas des sujets qui sont nécessairement neufs tout court. Alors, qu'est-ce qui change maintenant ? C'est que je pense qu'il y a quand même énormément de performances opérationnelles ou d'enjeux de sécurité qui vont désormais reposer sur une compréhension, une accessibilité des données de façon croisée, et pas uniquement métier siloté par métier siloté. Et donc je partage complètement l'enjeu du désilotage. Et je pense que c'est cette prise de conscience et de fait l'observation de la performance qui peut être en tirée dans une entreprise, ou des enjeux de sécurité, ou des enjeux de plus grande efficacité quand il y a une tempête, par exemple, pour nous, qui vont en fait pousser encore plus loin finalement des enjeux de géodata, mais de données en général, à condition qu'on arrive à désiloter pour rendre les données accessibles. La géodata, c'est le cœur de vos métiers.
Et ça a beaucoup bougé. C'est toujours de première importance. À l'Institut, on a cette chance d'avoir un SIG historique qui est là depuis pas mal de temps, qui fait qu'aujourd'hui, on a une très grande communauté de géomaticiens. On a une vingtaine de géomaticiens à l'Institut, plus un certain nombre d'experts qui ont été sensibilisés aux géodata, ce qui fait qu'effectivement, il y a d'abord une très forte culture data, une prise de conscience de l'importance de cette dimension géographique. Et après, en termes d'accélération ou d'évolution, il y a certes les évolutions d'un point de vue technique, avec l'introduction effectivement de l'IA, d'un certain nombre d'outils qui nous facilitent ou qui permettent d'automatiser un certain nombre de choses. Il y a le New Space qui est arrivé également, l'introduction de nouvelles thématiques qui n'étaient pas forcément a priori celles qu'on pouvait recouvrir au tout début dans les agences d'urbanisme. Il y a donc ces thématiques et puis ce besoin de plus en plus d'avoir des choses très très précises avec des indicateurs qui sont de plus en plus complexes à gérer. Ça fait 30 ans que je travaille dans le métier, même plus, 34 ans, presque autant que Dominique, et on se connaît d'ailleurs depuis le début. Donc, en effet, je suis heureux de voir que la géodata a aujourd'hui énormément d'importance dans la chaîne d'outils d'aide à la décision, et qu'en fait on se rend compte que toute information data a besoin d'être tout compte fait géolocalisée. Donc ça veut dire que en effet, ça fait évoluer l'organisation également de nos sociétés et de nos sociétés qui travaillent dans la géodata, puisque avant on était quand même des spécialistes très techniques, très tournés vers la technique, vers l'acquisition de données, vers la structuration de données, et on s'aperçoit qu'on va aujourd'hui vers le service, et il y a vers l'usage, et il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place qui transforme complètement nos entreprises. Il y a de nouvelles entreprises qui arrivent, il y a plein de startups qui arrivent pour justement apporter des outils pour utiliser cette géodata. Donc ça veut dire que c'est une super opportunité pour les entreprises en France, une super opportunité pour les entreprises de la géodata à partir du moment où elles ont compris qu'il faut s'ouvrir vers d'autres métiers, qu'il faut aller vers l'usage. Et on peut dire, sans rentrer dans tous les détails de tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années, quand on est élu local sur ces sujets, tout ce qui a évolué. En revanche, c'est vrai que la petite anecdote, c'est que moi, mon tout premier événement en 10 ans de mandat sur les sujets numériques liés à la donnée géographique, c'était l'année dernière, les géodata à Reims. Il y avait effectivement très peu d'élus, voire quasi pas. Où sont les élus ? Si vous êtes là dans la salle, levez la main. Posez la question à vos élus respectifs, mais qu'ils soient en charge du numérique ou pas d'ailleurs, vos maires, présidents de PCI, etc. Ce qui fait que ça ne les intéresse pas ou concerne pas, ou ce qui fait qu'ils n'ont pas considéré cela comme un enjeu politique. On a énormément d'évolutions et de bouleversements dans nos pratiques professionnelles, dans nos pratiques personnelles. Ça a été dit notamment du fait des usages mobiles, de la géolocalisation. Il y a un terme que j'aime beaucoup qui a été utilisé par monsieur tout à l'heure, le terme de géodépendant. Ça veut dire qu'on a quand même énormément de géodata, de techniques qui sont associées, qui sont utilisées aussi sans même que l'utilisateur aujourd'hui ne se rende compte de toute la machinerie qu'il y a derrière, et donc de cette géodépendance. Et comme ça a une importance, c'est la raison pour laquelle les collectivités doivent s'en saisir. Je vous donne peut-être 2 exemples très rapidement. Je ne vais pas reparler de Géopal, mais à Angers, on a effectivement un jumeau numérique qui est installé dans notre centre de pilotage du territoire intelligent, qui compte un hyperviseur également. Et le jumeau numérique, c'est quand même une agrégation de données, notamment qui s'appuie sur le SIG, à la base comme un outil d'aide à la décision. Et on est passé, j'ai l'impression, d'un outil d'aide à la décision avec un pilotage de la collectivité, aujourd'hui, par une approche qui est spatiale. Et la prise de décision est différente aujourd'hui du fait de cette approche spatiale, avec notamment la gestion de crise, la gestion d'événements sur le terrain. On est obligé de faire du temps réel, de voir les problématiques physiquement à des endroits. Et donc ça, c'est un petit peu une évolution plus récente. Donc les géodatas font partie du quotidien des usagers, bien sûr, du public, des citoyens que nous sommes, des élus, des agents. Et c'est la raison pour laquelle aussi Angers-Nord Métropole s'est dotée d'une stratégie métropolitaine de la donnée, puisqu'on est obligé de poser un cadre. On est obligé de poser noir sur blanc une sorte de doctrine de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, comment on va le faire, comment on l'arbitre, avec qui on travaille, quel lien avec les partenaires privés. On a fait le constat, les géodatas sont
de plus en plus importante. J'aime beaucoup votre idée du pilotage spatial. Aujourd'hui, le pilotage, les données sont importantes et le spatial est vraiment important dans le pilotage des territoires. Donc, on a ce rapprochement. On est au cœur des enjeux du numérique, mais on est quand même avec un objet un peu particulier, qui est cet objet qui est la géodata. Ça pose un certain nombre d'enjeux. Parmi les enjeux que vous avez identifiés, vous en avez déjà plus ou moins parlé. Pour moi, il y en a un qui est fondamental, c'est l'enjeu de la qualité. C'est-à-dire que si on désilote, comme vous le dites, si on met la géodata au cœur de process numériques beaucoup plus vastes, il faut qu'on ait des données de qualité. Ouais, c'est un enjeu énorme qui dépasse complètement la géodata à proprement parler. Hein. Donc, la façon dont on l'aborde, en fait, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Mais disons, pour le premier, il faut déjà définir quelles sont les données qui sont à mettre en qualité. Parce qu'en fait, ce n'est pas toutes les données. Dans les SI de l'entreprise Enedis, il y a 300 000 champs. Il y a, je sais pas, disons, 3000 attributs de données, etc. Donc en fait, il va falloir définir de quoi on parle, quelles sont celles qui sont de référence et celles qui sont utilisées. Des fois, ce n'est pas les mêmes. Hein. Voilà, donc du coup, il faut arriver déjà à faire tout ce travail-là. Et ce travail-là, c'est un travail avec ce que nous, on appelle nos métiers de l'entreprise. Il y en a différents. Et en fonction des données qu'on va regarder, en fait, on va les mettre petit à petit en qualité. Et il faut se donner des objectifs de juste qualité, parce que le coût de la qualité, il est exorbitant. Il y a vraiment des enjeux très, très variés. C'est un long chemin, c'est de convaincre le management. On est tous conscients que pour que ça fonctionne, il faut de la donnée de qualité. C'est d'ailleurs maintenant au cœur du projet d'établissement de l'Institut. Et c'est ce qui nous a amené cette année à définir une stratégie data pour l'Institut. Ça passe par plusieurs actions concrètes, dont la transformation du département des systèmes d'information cet été en département data et innovation numérique pour porter un message fort et les orientations qu'on s'est fixées. Et parmi ces orientations, il y a justement un meilleur pilotage ou une gouvernance de la donnée au sein de l'Institut. Il y a aussi une question de temporalité et de suivi de ces données qui est essentielle. Donc la qualité, c'est effectivement un long chemin, mais pour autant, ça me semble essentiel que nos experts puissent travailler correctement et qu'on puisse accompagner la prise de décision, appuyer un certain nombre de documents stratégiques. On en a un certain nombre quand même en aménagement du territoire. Et si on veut pouvoir objectiver un certain nombre de décisions, la qualité, c'est le cœur du système. Il y a des outils pour améliorer la qualité de la donnée et je pense que le multisource, la capacité à recouper de l'information pour de plus en plus préciser la donnée, c'était pas le cas avant. Donc on est capable d'améliorer sa qualité. Mais ça pose aussi une autre question, c'est aussi lié à la souveraineté de la donnée. Enfin, moi je pense que c'est hyper important d'aller dans ce domaine-là et aujourd'hui, en tout cas les décideurs, les politiques doivent avoir en possession une donnée souveraine pour qu'on garde cette indépendance vis-à-vis de la donnée. On est tous d'accord pour dire qu'elle est indispensable pour conduire les transitions. Il faut la produire, il faut l'entretenir et ça a un coût. Le numérique est aussi une source de confusion. On ne sait plus très bien ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il faut absolument avoir confiance dans la donnée. Entre la géomatique d'il y a 20 ans et l'expertise de données sur un jumeau numérique aujourd'hui, c'est plus les mêmes personnels. Il y a 20 ans, on pouvait diffuser un type de personnel sur un ensemble de communautés de communes ou sur des collectivités plus basses. Aujourd'hui, l'exigence de compétences dans une forme d'expertise de la donnée font qu'on ne peut pas multiplier les centres de production de la donnée et d'analyse de la donnée. Et donc pour les élus, et pour ceux qui vont utiliser la donnée, il faut une pérennité, une sécurité. Je n'ai qu'un seul souhait, c'est que toutes ces prises de parole sortent de ces murs et soient entendues en dehors du public que vous êtes. Oui, il faut faire confiance dans la donnée, mais il faut aussi ne pas voir la donnée uniquement comme un sujet technico-technique. Ce n'est pas tant la donnée en elle-même qui nous intéresse que ce qu'on en fait. Que ce qu'on en fait et le contexte dans lequel elle est traiter, analyser, etc. La donnée, c'est pas un truc techno-numérique, c'est un truc humain qui aide les humains à prendre des décisions pour d'autres humains. On dit souvent qu'on est à portée de baffe, moi je dis souvent qu'on est à portée de baffe numérique aussi, hein. Même clairement, particulièrement à l'heure des réseaux sociaux. Donc c'est la qualité, mais c'est
l'écosystème dans lequel ça intervient, et bien entendu le croisement aussi. On n'a pas parlé encore de transversalité, on n'a pas parlé, dans le sens où le sujet n'est pas tant de dire que la donnée doit être de qualité. Si elle est de qualité mais qu'elle est toute seule dans un coin, ou dans son service ou dans son silo, ça a beaucoup moins d'intérêt que si vous dites que la donnée de qualité est partagée entre telle et telle politique publique auquel on ne s'attend pas forcément. Par exemple, quand on croise les données du développement du très haut débit, notamment en aérien, avec les données de la biodiversité, notamment sur la préservation des haies, au premier abord, ça n'a aucun lien. Il n'y a pas de services qui ont l'habitude, normalement, de travailler entre la préservation des haies et le développement en aérien du très haut débit. En croisant ces informations, on arrive à mener un meilleur service public finalement, puisque c'est ça la finalité, notre job d'élu. Si vous prenez le raccordement, qui est un élément extrêmement important pour nous en ce moment, puisque le nombre d'objets à raccorder, que ce soit la mobilité électrique ou les ENR, croissent fortement, c'est un processus finalement qui va faire intervenir différents types de métiers les uns après les autres. Si vous voulez vous assurer que le processus est efficace ou l'améliorer encore plus, eh bien obligatoirement vous allez aller croiser des données qui viennent en fait des systèmes d'information historiques de chacun des métiers qui sont encore silotés, comme je l'indique tout à l'heure. Donc pour nous, c'est un enjeu fort parce que dans nos régions, et c'est là que se trouvent les forces opérationnelles, si je puis dire, qui vont aller raccorder, etc. En fait, c'est souvent de ces régions-là, et on a construit ce qu'on appelle les Enedis Labs. Donc chacune des 25 régions, on a une petite équipe d'innovation qui sait animer les différents métiers pour trouver les leviers de performance. En tout cas, le trouver dans une première étape d'expérimentation, etc. Et puis ensuite, quand il y a vraiment une valeur, on va aller vers l'industrialisation. On ne transforme pas une entreprise sans réfléchir à la gouvernance de sa donnée. Et la gouvernance, ce n'est pas un enjeu métier technique. C'est vraiment comment on la co-construit. J'aimerais qu'on reparle un petit peu de ce fameux jumeau numérique qui émerge comme étant... il me semble, le géoréférentiel de demain, celui justement qui associe géodata et numérique ensemble. Quelle est votre vision que le jumeau numérique apparaisse comme une espèce de double du territoire, qui sera l'alpha et l'oméga de la décision politique? Quels sont les enjeux de ce jumeau numérique pour qu'il soit vraiment... j'ai envie de dire notre allié et pas notre aliène. Tout à fait d'accord avec tes réserves, il faut faire attention. C'est le moment de faire ce projet qui se veut quand même un projet fédérateur à la fois de données et d'autres initiatives de ce type-là. C'est quelque chose qui va viser à mettre en commun, à mettre en facteur des développements de la recherche, parce qu'on sait que pour faire le jumeau idéal qui servira vraiment à simuler des scénarios de réchauffement climatique, d'élévation du niveau des mers, de politique publique, d'aménagement du territoire. Pour faire ces simulations correctement, il y a encore beaucoup de recherches à mener, beaucoup de verrous à craquer. Et l'intérêt de ce jumeau national, c'est de mettre en commun un certain nombre de problématiques et d'y aller tous ensemble. Donc de proposer un socle technique avec des données qui sont de nature, de qualité, de précision très variées. Donc de les mettre toutes ensemble. Donc là, il y a un challenge effectivement d'utiliser ensemble des données qui sont assez hétérogènes, d'avoir des services aussi. Et puis, donc voilà, pour montrer le territoire en fonctionnement qui est déjà sous le coup des activités humaines et du changement climatique, et montrer le territoire tel qu'il sera selon différents scénarios. C'est un outil au service des humains où il faut toujours garder un regard critique, mais ça nous semble quand même le bon moment pour outiller les décisions à prendre, et ça va vraiment faciliter l'intermédiation entre les différentes parties prenantes quand on aura des décisions à prendre sur le territoire. Il a réveillé les élus. Quand on a présenté le jumeau numérique et ses applications aux élus, les yeux se sont mis à briller et ils se sont réintéressés à de l'information parce qu'ils ont tout de suite vu l'intérêt du jumeau numérique. Il est en phase directe avec les préoccupations qui sont les leurs. Les élus ont tout de suite percuté sur la capacité du jumeau numérique à les aider dans leur relation avec le quotidien de leurs administrés. Chaque métier a trouvé dans le jumeau numérique un support exceptionnel qui l'oblige à partager, à chercher des applications, à faire un audit des besoins
qu'il n'avait peut-être pas fait suffisamment. J'ai l'impression qu'on a une espèce d'injonction avec une espèce de feuille de route pour les géodata ou pour le numérique où il faut faire son jumeau numérique, il faut faire du LIDAR, il faut faire de l'IA, faut revenir à la question des usages. Pourquoi j'en ai besoin? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux montrer? Et ensuite, on va chercher l'outil qui peut répondre le mieux à cette question. Aller vers un jumeau numérique, c'est pas anodin. C'est pas anodin en termes d'experts, de compétences. C'est pas anodin en termes d'infrastructure derrière pour gérer un jumeau numérique. Quand on va vers un jumeau, en termes de temporalité de mise à jour des données, on est presque en temps réel. Ne nous précipitons pas dans cette injonction, mais il faut être conscient qu'il faut des experts derrière, qu'il faut une infrastructure et que ça a un coût. Il est clair que la base du référentiel géographique de demain, en tout cas vraiment pour les collectivités territoriales, ça va être structuré autour du jumeau numérique. Mais c'est pas une obligation. C'est pratiquement de fait. C'est-à-dire que ce soit à l'échelle française, à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une métropole, et demain, il y aura un jumeau numérique Europe. Enfin, je veux dire, c'est factuel. Mais il faut se poser la question dans le bon sens. C'est pas qu'on fait du jumeau numérique et on voit ce qu'on met dedans. On a fait l'inverse à Angers. On a d'abord structuré et regardé en termes de données ce dont on était capable d'agréger, pour définir ensuite les cas d'usage de sur quoi on cible ce que l'on a envie de savoir, d'anticiper, d'analyser, etc. Et le jumeau n'est que l'outil numérique qui supporte ces données, notamment basées sur le SIG. Nous, on a aussi agrégé toutes les données des rapports du GIEC pour avoir notamment des outils prédictifs très fins et ensuite de pouvoir faire de la simulation. Mais c'est vrai que c'est devenu notre nouveau référentiel et on avance jeu de données par jeu de données selon les cas d'usage. À Angers, on les a ciblés au départ sur 2 cas d'usage, la simulation des crues et les îlots de chaleur. Ce sont des outils extrêmement importants et intéressants pour nous par rapport en fait à notre job qui sont les compétences de la collectivité. Encore une fois, je reviens sur cette notion de service public. C'est l'outil pédagogique pour les élus. Vous n'imaginez pas, nous on a fait des démonstrations du jumeau numérique, on l'a fait pour tous les élus, pour les maires, pour les conseillers municipaux, jusqu'à la plus petite commune de l'agglomération. C'est extrêmement parlant, c'est un outil pédagogique qui démocratise le sujet. Tous ces outils qui arrivent amènent les entreprises à proposer de nouveaux usages. Mais il y a aussi une question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, avec l'arrivée en masse de données, avec l'arrivée en masse d'outils, aujourd'hui, tout le monde, que ce soit public, privé, propose des services, propose des usages. Et dans tout ce qu'on a discuté, je peux être que d'accord, on travaille sur des problématiques importantes liées au changement climatique, etc. On oublie aussi une notion qu'il va falloir prendre en compte, c'est la notion économique. C'est-à-dire de faire des services qui sont, entre guillemets, rentables. Et de permettre aussi à créer un écosystème où on sait travailler entre la puissance publique, entre les entreprises privées, et où on va aller créer des champions économiques où si on ne le fait pas en France, ça sera fait ailleurs. Donc je pense que cette notion économique doit aussi rentrer dans la réflexion globale liée aux jumeaux numériques, aux usages qu'on fait derrière et comment on s'y prend pour le faire. Pour moi, est-ce que ça ne pose pas aussi un réel problème d'évolution des compétences? Sur qui on s'appuie? À Enedis, les géomaticiens, c'est une communauté très forte, hein, mais ils ne connaissent pas beaucoup les data scientists. Pas nécessairement très très bien non plus les data analystes qui sont dans leur région, pas très loin nécessairement, et alors encore moins les gens qui travaillent sur la gouvernance de la donnée. Donc ça, c'est la première étape, c'est qu'il faut vraiment créer une dynamique de filière, de communauté d'experts, etc. Ça, c'est vraiment un enjeu, je pense, qui permet la première étape de mutualiser les savoirs et de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Et de façon sur des projets communs, parce que finalement, si vous voulez faire travailler des gens, des géomaticiens et des gens qui sont des experts de l'IA, c'est pas les mêmes profils. Souvent, ils sont même pas passés par les mêmes cursus de formation, et donc ils vont avoir un intérêt très fort en entreprise ou ailleurs, d'ailleurs, à travailler ensemble sur les mêmes projets et à apprendre à se connaître et du coup à amener quelque chose de fabuleux. Alors maintenant, pour les filières, globalement, elles sont totalement saturées en le profil qu'on appelle data ingénieur, c'est-à-dire celui qui sait vraiment mettre les mains dans le cambouis de la partie d'infrastructure, des bases de données, etc. On en a extrêmement peu, malheureusement, en interne. Donc on a beaucoup de prestations sur ces sujets-là. C'est la grande carence d'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire grosso modo des gens qui ont vraiment un profil très technique et qui connaissent la soute. Après, la deuxième contrainte, elle est sur les data scientists.
Et elle est moins forte qu'il y a quelques années, parce que donc du coup on voit bien quand même que les écoles, les universités, etc. ont créé des profils de cette nature-là. La difficulté aujourd'hui, c'est de trouver de bons data scientists. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent data scientists sur le CV, et donc on a été contraints, nous par exemple, à mettre un test technique à l'embauche, pour arriver à s'assurer qu'on avait un niveau donné. Donc je pense que c'est pas facile de s'y retrouver dans le foisonnement de data trucs, et qu'il faut être exigeant et qu'on va trouver. Est-ce que les formations évoluent, les profils évoluent? C'est le sujet du débat d'aujourd'hui, au carrefour du numérique et des sciences de la Terre et de la géographie. Donc c'est une école qui donne à ses étudiants les outils essentiels pour comprendre l'espace et l'environnement dans lequel ils sont, ses évolutions. Il leur donne les outils pour quantifier ces évolutions et pour les représenter. Donc on est, bien sûr, on forme des experts de la donnée. Maintenant, aujourd'hui, toutes les écoles d'ingénieurs se remettent en question. Il y a un bouleversement des enseignements pour rendre les jeunes ingénieurs capables de s'emparer des systèmes d'IA, d'avoir un regard critique sur ce que ça produit et également être capable de regarder sous le capot. Et il y a un autre facteur qui est aussi le facteur qui nous réunit aujourd'hui, c'est que les jeunes ingénieurs qu'on forme, c'est eux qui vont mettre en œuvre les transitions. Et donc, il faut complètement revoir les enseignements au prisme de la soutenabilité écologique. Et pour ce qui est des ingénieurs, ne pas les réduire à leur... technicité. Leur technicité. Ils ne sont pas seulement capables de concevoir des solutions technologiques, ils sont aussi capables de comprendre le monde dans sa globalité. Et donc, c'est un peu à ça qu'il faut les former. On nous demande aussi de redonner des cours de philosophie dans les écoles d'ingénieurs pour dépasser justement cette dimension de technosolutionnisme qu'on a pu avoir à un moment. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on peut monter en compétences collectivement à partir du moment où on sort du simple prisme de son domaine initial de compétences. Et c'est ce qu'on avait initié à l'Institut en créant une communauté data. Alors du coup, comme on a maintenant une stratégie, on a ouvert cette communauté data au-delà de la sphère de la géomatique. On ne fait pas de la géomatique aujourd'hui comme on la faisait il y a 20 ans. C'est quelque chose qui devient très très technique et je trouve ça super que l'ENG justement réinterroge un petit peu la façon dont leurs étudiants vont s'emparer un petit de l'ensemble de ces thématiques. Maintenant, on a des spécialistes à chacun des composantes ou des briques de la donnée. C'est des profils qui sont parfois compliqués à aller chercher. On n'attache jamais assez d'importance à l'anxiété et à l'inquiétude d'un certain nombre de personnels, qui sont en particulier dans la fonction publique territoriale, qui est quelque chose, une vieille dame qui évolue quand même d'assez doucement, et puis qui quelquefois est surprise par les arrivées de nouveaux métiers qui n'ont pas été intégrés dans les statuts, dans les grilles, et alors qu'on est précisément sur des métiers nouveaux qui évoluent très vite. Il y a un deuxième aspect que je voudrais mettre en évidence, c'est que les nouvelles compétences, c'est comme les médecins aujourd'hui en campagne. Ils ne veulent plus être tout seuls dans leur coin. Ils veulent travailler en équipe. Donc il faut intégrer l'idée qu'une équipe, la compétence dans le domaine qui nous intéresse, c'est une équipe. Et que c'est une équipe qui travaille ensemble dans un point. Il y a un besoin de travail en équipe et de compétences qui sont difficiles à trouver, qu'il faut souvent former ou auto-former. Et tout l'intérêt de rassemblements comme ceux d'aujourd'hui, d'associations comme la FIGEO, de rôles comme ceux des centres régionaux d'information géographique aussi, pour toutes ces notions de partage. Alors, un souhait pour le futur, on est à l'IGN dans une démarche de commun numérique. Donc, un souhait pour le futur, c'est qu'à la fois au niveau des écoles, du coup là je parle avec ma casquette de directrice adjointe de l'ENSG, on forme les jeunes à ces nouveaux modèles de gouvernance, et puis de manière plus générale, qu'on ait confiance. Le numérique, c'est politique. La donnée,
c'est politique. Quand on a dit ça, c'est à la fois un début de conclusion et à la fois ça amène énormément de réflexion. J'ai décidé à la région Pays de la Loire de créer le premier comité ligérien de la donnée qui devait se réunir début juillet. Et donc ce comité ligérien de la donnée qui a vocation à exister en dehors des COPIL, COTEC, de sortir des instances 100% élues, de faire un mix entre tout ça et de mettre autour de la table tous les EPCI de la région, de mettre autour de la table l'IGN, de mettre autour de la table le SGAR, la préfecture, de mettre autour de la table le CNIJ, et donc d'avoir une instance politique de discussion, de partage, de mutualisation autour de la donnée, parce que comme ça a été d'ailleurs dit, la donnée est un bien commun, donc utilisons-la pour faire le bien en commun. Moi, je voudrais qu'on remette les hommes au cœur du système. On a aujourd'hui des performances technologiques extraordinaires, il faut les suivre, mais il faut avoir un audit, un vrai audit des besoins pour que les gens aient confiance dans le système et qu'on adapte les technologies les plus pointues à nos besoins. C'est toute la réflexion autour du modèle économique des données. C'est un peu mon souhait, c'est qu'on arrive à un moment donné à se mettre en ordre de marche pour évoquer la question de ces modèles économiques. Ça a un coût de produire de la donnée, ça a un coût de faire appel aux images satellites pour produire de la donnée ou d'avoir recours à l'IA, et qu'à un moment donné, il faut quand même réussir, peut-être en commun, justement, à trouver des solutions pour continuer à produire ces données de qualité et à lui donner aussi une valeur. Un géomaticien, il travaille rarement seul, il travaille souvent avec des experts thématiques, mais aussi avec d'autres experts techniques. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on poursuive et que ça ne peut que nous tirer vers le haut. Si on veut avancer, si on veut proposer des outils, il va falloir qu'on apprenne aussi à discuter différemment entre le public et le privé, entre la puissance publique et le privé, en y associant forcément le côté académique des choses. Je pense qu'il y a un enjeu aussi politique à faire comprendre ces enjeux qui sont invisibles en fait, puisque c'est quelque chose qui coûte de l'argent et dont on ne voit pas la valeur immédiatement. On va tirer la valeur de l'algorithme génial, du croisement, du tableau de bord, etc., mais pas nécessairement de ce qui est en dessous. Ça rejoint la question de la valeur de tous ces efforts-là aussi.